Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Place ce matin à la première audition de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste. Commission d'enquête lancée à la demande du groupe Les Républicains au Sénat et qui a d'ailleurs pour rapporteur la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio qui s'est fait remarquer ces dernières semaines pour avoir porté la proposition de loi sur la neutralité religieuse pour les accompagnants de sorties scolaires. La présidente de sa commission d'enquête est quant à elle la sénatrice RDSE Nathalie Delattre. Hier, les sénateurs ont entamé leur cycle d'audition avec celle de Youssef Chieb, professeur associé à l'Université Paris 13, directeur de recherche au CNRS. Il a fait un état des lieux très sombre sur le sujet. Pour lui, le processus de radicalisation n'est pas nouveau. Lors de son audition, il est revenu sur le manque de contrôle des prêches des imams, les problèmes que posent les circuits de financement extérieur qui empêchent le développement d'un islam de France. L'islam politique est pour lui une réalité et infiltre tous les secteurs menaçant notre démocratie. Un discours qui, vous l'aurez compris, est plutôt classé à droite et qui n'a pas manqué de faire réagir à gauche. Certains sénateurs lui demandent d'ailleurs s'il ne faisait pas quelques amalgames. Mais tout de suite, place aux échanges qui se sont donc tenus hier au Sénat. Nous commençons donc aujourd'hui nos travaux de commission d'enquête. Ainsi que nous l'avons décidé lors de notre réunion constitutive, nous allons d'abord procéder à l'audition d'experts susceptibles d'éclairer notre compréhension de ce sujet complexe qu'est la radicalisation islamiste. Nous avons donc sollicité le professeur Youssef Chieb, qui est professeur associé à l'université Paris 13, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, qui est un think tank spécialisé, comme son nom l'indique, sur les questions de renseignement. Vous êtes, monsieur le professeur, un spécialiste de l'islam radical et du communautarisme, auquel vous avez consacré de nombreux travaux, dont tout récemment un livre. Vous avez eu l'amabilité de nous faire parvenir 2 documents. Le premier est une note que vous avez publiée sous l'égide du Centre français de recherche sur le renseignement sur le vocabulaire islamique. Le second a été préparé spécialement pour cette audition. Nous vous en remercions. Il s'agit d'une synthèse du plan d'action du gouvernement accompagné de votre analyse, qui figure notamment sous la forme d'une précieuse annexe sur l'islam radical. Nous nous intéressons à la manière dont l'islamisme a pénétré la société française, mais aussi la manière dont celui-ci affecte le vivre ensemble au quotidien. J'espère que nos échanges nous permettront d'aborder ces questions longuement. Je vous indique que cette audition sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié. Enfin, je rappelle, pour la forme, mais pour le fond aussi, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, s'il vous plaît, et dites « je le jure ». Je le jure, Madame la Présidente. Je vous remercie. Alors, si vous le voulez bien, Monsieur le Professeur, vous pourriez en quelques minutes faire une brève présentation liminaire, notamment sur votre définition de l'islamisme et du communautarisme au cœur de vos travaux sur la sémantique que vous avez pu mener, et votre retour sur le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme, où vous nous avez fait parvenir donc le catalogue conséquent du gouvernement édicté en 2016 et le premier bilan que vous en tirez. Je vous poserai quelques questions, puis ensuite je passerai la parole à Madame la rapporteure, puis à Mesdames et Messieurs les commissaires pour vous poser des questions. Nous vous écoutons, Monsieur le Professeur. Madame la Présidente, je vous remercie de m'avoir convié à cette audition pour parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui s'ancrage dans notre société et qui constitue désormais une menace pour la République, ses valeurs et principalement la laïcité et le vivre ensemble. Je voulais ouvrir une parenthèse rapidement pour rendre aussi hommage à nos soldats qui sont morts en OPEX, en opération extérieure. C'est dire que la menace est à la fois internationale, mais hélas, par le biais de la radicalisation, est devenue aussi une menace endogène prédominante, dont il faut tenir compte et qu'il ne faut plus se voiler la face, mais qu'il faut l'affronter avec courage et détermination. Je tiens à dire aussi que j'ai passé de septembre 2000
2015 à septembre 2017, j'étais chargé de mission au ministère de l'Intérieur au sein du service central du renseignement territorial. Et à ce titre, il y a certaines informations qui sont classées, auxquelles donc je ne vais pas m'étaler, mais toutes les informations que je vais mettre à votre disposition sont des recherches dites en milieu ouvert, c'est-à-dire accessibles sur Internet, et le recoupement de la communauté des chercheurs et des communautés de renseignement. Pardon. Alors, tout d'abord, je voudrais faire un bref rappel à l'histoire, puisque je vous ai soumis et renvoyé par mail donc la matière auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Je préfère, avec votre permission, parler du contexte vu par un universitaire et par un spécialiste, entre guillemets, de ce problème. Alors, la première des choses, c'est que nous avons, durant près de 30 ans, en France, constitué un modèle de régulation sociale, sociétale et territoriale ambigu, qui s'est retourné contre certains élus locaux et contre la République par effet domino. La première étant que le processus de radicalisation n'est pas nouveau, mais qu'il a simplement changé de sémantique, comme l'a rappelé Madame la Présidente. Ce sont les frères barbus qui ont remplacé les grands frères dans la version socialiste, en tout cas des années de Madame Martine Aubry, sous forme d'une autorégulation du vivre ensemble, mais qui devient de plus en plus a été instrumentalisée par les islamistes. Deuxième observation que je voulais apporter, c'est l'externalisation de la gestion du culte musulman aux États tiers, hors France, en particulier au Maghreb. Cette gestion sur deux formes. D'abord le financement et ensuite l'envoi d'imams pour prêcher et diriger les mosquées. Le financement, il est ni tracé, ni dépensé dans pourquoi il était attribué. Également, des agréments accordés par nos services de préfecture aux associations culturelles, qui s'est avéré avec le temps qu'il suffit juste d'enlever le R pour comprendre leur réalité, que ce sont des associations cultuelles et non pas culturelles. Des cours d'arabisation comme un cheval de Troie pour l'islamisation des enfants et des mineurs. Un calendrier culturel et événementiel organisé en arrière-plan par les consulats pour freiner le processus d'intégration et d'assimilation. Et donc là aussi, c'est un sujet très sensible, c'est une forme d'ingérence masquée qui heurte le processus ou qui bloque le processus d'intégration ou d'assimilation républicaine. Un double langage également des élus locaux issus de l'immigration entre l'appartenance aux valeurs de la République en public et leur allégeance à leurs sources ou à leurs origines, que sont les pays où sont nés leurs parents ou leurs grands-parents. Le pullulement des salles de prière. Et vous me permettez de m'attarder quelques secondes pour faire la nuance entre les mosquées et les salles de prière. Les salles de prière sont le véritable laboratoire de la production de la radicalisation, sont le véritable laboratoire de l'apologie du djihadisme et du terrorisme. Alors que les mosquées, ils sont plus ou moins contrôlés dès lors où il y a un recteur ou les imams fonctionnaires, entre guillemets, qui viennent des pays tiers, sont tenus par une espèce de retenue, entre guillemets. Le rôle ambigu également du CFCM, du Conseil français des cultes musulmans, qui n'a jamais été clair sur sa position vis-à-vis des valeurs cardinales de la République, et en l'espèce, la laïcité en premier lieu. La prédominance de la langue arabe dans les prêches et dans les mosquées. Donc nous n'avons pas un islam français, malheureusement, nous avons un islam en France. Et on est encore dans cette logique qui a été décriée par l'ancien président de la République, M. Nicolas Sarkozy, force de constater qu'il avait anticipé l'histoire en qualifiant l'islam en France et non pas l'islam de France, par l'arabité en tout cas. La doctrine de l'État, de manière générale, durant toutes ces années, a été concentrée sur la lutte contre la délinquance de voie publique et le sentiment d'insécurité,
et qu'il considérait que la radicalisation était plus un fantasme des milieux intellectuels et des universitaires, jusqu'à ce qu'on ait été rattrapé par l'histoire, malheureusement par les attentats. Il y a aussi, il faut rappeler l'échec de la politique de la ville. Malgré le fait qu'on a dépensé des milliards, particulièrement le plan de M. Borloo pour la rénovation urbaine, qui a tenté de récupérer ces fameux territoires perdus de la République, mais il est fort de constater que la République, à son tour, a raté son rendez-vous avec l'histoire sur les 4 I, comme j'ai publié dans un article, les 4 I, l'islam en France, l'immigration en France, l'intégration en France, l'identité française. Ce sont 4 éléments fondamentaux qui ont été mis de côté dans le processus de régulation de ces territoires. Il y a également, les services de renseignement n'ont cessé d'alerter les autorités du gouvernement sur la mobilité de nos concitoyens pour motifs religieux à l'étranger. Des milliers partent chaque année dans des markaz, c'est-à-dire des centres islamiques spécifiques au Maghreb, au Moyen-Orient, en Égypte, au Yémen, avant bien sûr le déclenchement du printemps arabe. Et dès leur retour, personne ne s'est posé la question qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire dans ces lieux chrysogènes et dans ces lieux de réacteurs de l'islam radical. La libre circulation des imams et des prêcheurs de haine qui viennent souvent dans notre pays, ce que j'ai publié dans ce livre, Les théoriciens de l'islam radical, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, 60 prédicateurs jouissent d'une totale liberté alors qu'ils déversent de l'acide et des matières corrosives sur la France. Enfin, la lourdeur et l'entrave aux procédures d'expulsion des imams qui prêchent de la haine dans les mosquées. J'ouvre une parenthèse. J'ai travaillé pendant 6 mois. 6 mois où j'ai passé plus des milliers d'heures d'écoute pour traduire ces prêches de l'arabe vers le français, pour comprendre ce langage polysémique, métaphorique, très complexe, et qui est bien sûr lissé et polissé quand il est en français. Mais dans sa VO, dans sa version originale en arabe, c'est un langage extrêmement corrosif. Et il a fallu 6 mois pour expulser un seul imam. Alors que dans le viseur des SRT en tout cas, il y en avait plus d'une centaine qui devaient quitter le territoire national. La multiplication également des sites islamiques en toute impunité qui versent dans l'apologie du terrorisme et qui déconstruisent surtout les valeurs de la République. La prolifération du commerce communautaire et de l'économie halal, qui est le principal enjeu aussi de l'islam radical dans ce territoire. Et enfin, en tant qu'universitaire, là où j'enseigne à Paris 13, tous les vendredis, je ne sais pas si je suis dans une université ou si je suis dans une mosquée. Les filles, les jeunes filles en macère, qui portent de manière ostentatoire non seulement le voile islamique, mais carrément le hijab et le niqab. Et personne ne peut changer cette réalité alors qu'il devient de plus en plus visible. Alors, pendant toute cette période, l'État, avec une seule doctrine, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est se pencher sur la lutte contre les violences urbaines, jadis, autrefois, et la rénovation urbaine, et on laissait de côté ce troisième chapitre qui est le plus dangereux, qui est le traitement de l'islam radical. Alors, comment cet islam s'est développé au sein de nos territoires? Tout d'abord, parce que les États tiers, et j'insiste sur cette information, renvoient des imams qui sont imbibés de doctrines salafistes, ou des frères musulmans, ou du wahhabisme, en toute impunité, sans aucun filtre. J'allais dire filtre cultuel, par référence au CFCM, au filtre légal par rapport à nos autorités, de voir par leur CV.
Alors, donc, il n'y a pas de causalité, en réalité, il n'y a pas de rapport de causalité entre radicalisation et crise périurbaine, aux crises dans les banlieues, aux crises sociales. Donc, c'est un paradigme qu'il ne faut plus nous mettre ensemble. Mais nous sommes en face à la réurgence de nouvelles identités, une nouvelle conflictualité et surtout un nouveau rapport de force entre les islamistes et la laïcité. Leur objectif suprême, c'est la déconstruction de la laïcité. C'est de faire de notre pays un pays comme le modèle anglo-saxon américain ou le modèle britannique, où la pratique ostentatoire de la religion n'est pas encadrée par la loi. Pendant tout ce temps, on a essayé aussi de répondre à des questions. Qu'est-ce que c'est qu'un radicalisé ? Et in fine, qu'est-ce que c'est que la radicalisation ? Fort de constater, en travaillant sur des centaines et des centaines de notes de service, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de profil type d'un radicalisé. Et c'est là tout le danger, c'est l'imprévisibilité d'une personne radicalisée à passer à l'acte. Je voudrais, pour ne pas trop vous ennuyer avec cette analyse, recommander et profiter de cette occasion qui m'a été donnée devant les élus de la nation pour faire quelques propositions innovantes, efficaces et qui n'ont jamais été prises en compte parce qu'ils dépassent le champ juridique et empiètent sur le politique. La première, il faut couper les financements étrangers de l'islam de France. Je ne suis pas un juriste, mais c'est une urgence. Couper la cogestion du fait religieux en France en redéfinissant des relations claires avec les pays du Maghreb et les Moyen-Orient. Sortir des politiquement corrects par rapport dans nos relations avec les pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite et le Qatar. L'Arabie saoudite exporte le wahhabisme et le Qatar, il finance l'islamisme, pour ne pas dire autre chose, en dehors de la caricature qu'il finance le PSG. Introduire l'islamologie comme discipline universitaire pour soustraire l'islam de l'emprise des prédicateurs. Il est peut-être venu le temps de se mettre d'accord qu'une communauté de 5-6 millions qui est ancrée en France doit être aussi encadrée au niveau éthique et au niveau scientifique par rapport à leur culte ou leur conviction religieuse. Contrôler cette mobilité des jeunes qui partent dans la nature sous forme de hijra, immigration, sous forme de omra. Je rappelle que le Qatar finance à peu près 1 millier de omra, c'est-à-dire le petit pèlerinage chaque année, avec un critère discriminatoire très très alarmant, c'est la cible, ce sont les convertis. Et donc la nouvelle dimension aussi, c'est ces fameux convertis qui sont cooptés par le Qatar pour aller effectuer le petit pèlerinage. Consolider et renforcer le partenariat avec les pays du Maghreb, notamment sur cette question. Quand un individu part au Maghreb, il serait bien, dès son retour en France, qu'on fasse un débriefing pour savoir où il était. J'ai identifié les points au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, au Yémen. Les points, il y a 214 markaz, c'est-à-dire centres islamistes, où se forment ces gens à l'islam radical. Et de leur retour, donc, ils sont tranquilles, personne ne leur pose des questions. Je voudrais aussi vous demander de bien vouloir réfléchir sur les conditions d'attribution d'agrément aux associations. Ces associations, dans leur quasi-totalité, se présentent comme associations d'amitié franco-marocaine, franco-algérienne, de développement durable, mais en réalité, ce sont des associations qui sont cultuelles et ce sont eux qui organisent et qui ont une emprise sur salles de prière et in fine sur les territoires islamisés. Je pense que l'ensemble de ces mesures doivent aboutir à une redéfinition de l'islam
en France. L'islam en France est un échec. L'islam de France est une illusion. Il faut un islam français. Et j'entends par un islam français un contrôle total de son financement. Il faut que la France récupère, entre guillemets, sa souveraineté du fait de se couper de ces prédicateurs, de ces imams qui viennent, et c'est tout le paradoxe de la laïcité, où on se tire une balle dans le pied, on ne finance pas le culte, mais on accepte des finances extérieures, on ne finance pas les imams, mais on importe des imams de l'extérieur. Et on subit la cogestion avec tous ces dégâts collatéraux que sont l'islam radical. Enfin, redéfinir aussi la mission du CFCM. Pardonnez-moi l'expression, faire du ménage au sein de cette institution qui, en fin de compte, n'est qu'une structure d'influence qui présente publiquement dans des instances leur allégeance à des États tiers et non pas d'abord à la République. Il faut que cette instance soit représentative, démocratique, transparente et laïque. Et j'insiste sur ce terme. Dans l'état actuel des choses, il ne l'est pas. C'est un conseil qui s'exporte comme modèle, mais dans les autres pays, il y a la prévalence de la religion sur les valeurs de la République. Je souhaite également, et j'en termine, que les enfants de la République qui ont été influencés par les trois courants, le wahhabisme, le salafisme et les frères musulmans, l'État doit construire un contre-discours de déradicalisation. Je rappelle que ça a été déjà entamé ce processus quand certains opportunistes ont profité de la détresse de l'État dans le pic d'activité terroriste pour présenter des protocoles de déradicalisation alors qu'on est encore en train de se poser qu'est-ce que c'est que la radicalisation alors que d'autres ils ont déjà anticipé par opportunisme. Donc les universitaires doivent prendre toute leur place. Les centres de recherche doivent prendre toute leur place aussi pour porter assistance technique à nos élus, aux élus de la République, pour finaliser des projets de loi qui encadrent cet islam, entre guillemets, informel pour ne pas dire sauvage. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, professeur, de ce brillant exposé que vous avez dû condenser, puisque nous avons une audition d'1 heure. Il nous reste 35 minutes pour donner la parole à l'ensemble. Je poserai quelques questions, puis passerai la parole très vite à notre rapporteur. Dans vos propos, effectivement, vous parlez d'un État qui doit construire un contre-discours. J'aurais une première question. Comment le monde musulman perçoit la radicalisation ? Comment ceux qui exercent un islam dit normal, sans radicalisme, perçoivent cette radicalisation? Est-ce qu'il y a une condamnation ferme au sein des institutions du culte musulman en France et à l'étranger? Ce contre-discours, quand vous dites que c'est l'État qui doit le construire, ne doit-il pas déjà être construit au sein de l'islam, qui doit aussi porter en son sein ce combat contre la radicalisation? Y a-t-il des personnalités d'autorité de l'islam en France qui pourraient faire consensus autour de ce contre-discours? Et puis par rapport au document que vous nous aviez envoyé, vous parlez d'une laïcité rénovée. Est-ce que vous souhaitez faire évoluer la loi 1905 ou moi je vois effectivement dans vos propos et je converge vers cette idée de dire que la problématique n'est pas 1905 mais 1901.
puisque effectivement, sous couvert de culturel, eh bien, c'est souvent, très souvent, de plus en plus souvent du cultuel. Donc, comment arriver effectivement à faire évoluer un monument qui est la loi de 1901 et effectivement, est-ce que ce n'est pas privé d'une certaine liberté d'autres associations qui n'en font pas un détournement de ce type-là? Donc, comment vous appréhendez effectivement ce dossier-là? Et puis, vous parlez des prêches en français dans les mosquées. Ça, c'est bon pour aujourd'hui, mais demain déjà, et la génération du 4.0, les imams seront portatifs, c'est-à-dire que tout appartement deviendra une salle de prière avec des prêches dans des langues étrangères que nous n'arriverons pas à peut-être contrôler. Donc, quelles sont vos préconisations aussi en la matière? Voilà. Merci. Est-ce que vous répondez déjà à cette première vague, peut-être? Et puis ensuite, Madame la rapporteure, ou tu veux compléter? Donc, première vague, et ensuite, je donnerai la parole à Madame la rapporteure. Merci. Merci Madame la Présidente. Alors pour ce qui est de la production de contre-discours contre la radicalisation, je crois et j'assume mes propos que ceux qui ont la charge du culte musulman, les membres du CFCM, ne sont pas habilités à le faire. Ne sont pas habilités à le faire d'abord de par leur cursus, de leur parcours, deuxièmement de par le niveau d'allégeance qu'ils ont vis-à-vis de leurs États d'origine. Je rappelle que le CFCM n'est qu'un conseil qui représente aussi des influences marocaines, algériennes, égyptiennes autres, turques autres. Et donc, on ne peut pas confier la production d'un discours, d'un contre-discours qui est rationnel, qui est laïque, à des gens qui ne le sont pas. Donc j'émets des réserves, Madame la Présidente, avec votre permission, de confier ça à ces... Je considère qu'ils ne sont pas en capacité de prendre du recul et d'être conscient qu'on est en France, qu'on n'est pas au Maghreb. Ce qui me renvoie à la suite de votre question, comment est perçue la radicalisation? J'ai posé cette question, j'ai travaillé sur cette question. Le mot radicalisation est impropre. Il n'existe pas dans le vocabulaire de ces États pour une raison simple, c'est que ce sont des États non laïques, qu'il n'y a pas de dichotomie entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, donc ils considèrent que la France est, je cite, je ne partage pas, mais je cite, la France est dans une orthodoxie laïque. Et du coup, donc, il y a un choc des dogmes. D'un côté, le dogme salafiste religieux, et de l'autre côté, le dogme de la laïcité. Deuxièmement, ces pays combattent le terrorisme et pas la radicalisation. Le terrorisme avec des manières féroces, parfois avec des procédés illégaux, mais ils cherchent avant tout l'efficacité. Mais il n'y a pas de programme ou de protocole qui utilise le mot radicalisation, puisqu'on considère que c'est un problème propre à la France et à l'Europe en général. Alors, pour la laïcité rénovée, j'entends par là qu'il est venu le temps qu'on mène une réflexion sur quelles sont les modalités d'inclusion de l'islam français et de le retemporaliser. C'est-à-dire, avant la loi 1901 ou la loi 1905, il n'y avait pas d'islam en France. Alors, comment doit-on aller vers la prise en compte de cette mutation sociétale et culturelle très importante de notre pays, sans renoncer aux valeurs cardinales de la laïcité? Je suis très clair là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est à l'islam de s'adapter à la laïcité et non le contraire. Et d'ailleurs, beaucoup de musulmans en France, par les sondages, s'y adaptent. Donc, la demande des musulmans en France, c'est juste de ne pas essentialiser l'islam, de ne pas discriminer l'islam dans les débats, qu'ils soient politiques ou médiatiques, mais en revanche, ils souscrivent tous aux valeurs de la République. Autrement dit, et la phrase m'a été dite plusieurs fois, les musulmans, comme les Français, et moi-même bien entendu, on est islamiste-phobe. J'aimerais introduire ce mot dans le vocabulaire en France. On est islamiste-phobe, mais on n'est pas islamophobe. Le mot islamophobie, c'est un contresens sémantique. Ça n'existe pas. Je ne sais pas qui c'est qui l'a inventé. Mais en tout cas, il y a une islamistophobie sur laquelle il y a un consensus entre les musulmans
entre les Français de confession musulmane et les Français tout court. Je rappelle enfin que, selon les dernières statistiques, que plus de 68% des musulmans de France sont laïcs et qui ne sont malheureusement pas représentés dans ce fameux CFCM, qui est un condensé d'orthodoxes et de religieux. Enfin, pour le français, pour le prêche en français, en langue française, ça se fait maintenant. Mais il y a une véritable technique de taqiyya, de dissimulation qui se cache derrière ces choses-là. Chaque vendredi, j'écoute la radio Orient, qui transmet en direct le prêche de la grande mosquée GMF de Paris. J'ai eu la chance d'être arabophone, donc je comprends très bien la langue arabe. Donc la traduction du prêche du français et en arabe, il n'est pas le même. Le prêche en français, il est aseptisé, il est politisé, il est vidé de certains mots qui ont un sens particulier, mais dans la version originale en arabe, il est prêché quand même avec un niveau de violence et de radicalité quand même dont il faut tenir compte. Toutes les prêches que j'ai traduits, quand j'étais au service central du renseignement territorial, m'ont confirmé ce paradigme. C'est que c'est une technique de communication et non pas un prêche en soi. Et donc il faut être vigilant, d'où le fait que je considère aussi pour des raisons de lutte contre la discrimination. On est en France, on est français, nos enfants sont français, s'ils veulent aller à la mosquée, pourquoi on leur parle une langue qu'ils ne comprennent pas? Quid les autres communautés intra-musulmanes, qui sont les communautés du Sahel, d'Afrique, qui ne sont pas arabophones? Déjà, en soi, ces salafistes s'inscrivent dans un processus de discrimination, alors qu'ils ne cessent de nous rappeler qu'ils sont discriminés ici ou là parce qu'ils portent le hijab ou pas. Donc il faut être clair sur cette question-là. Nous avons la capacité, si nous avons formé des imams à parler en français, c'est de parler le prêche, d'organiser le prêche en langue française, que tout le monde comprenne la même chose. Je parlais tout à l'heure de salle de prière. Moi, je crois que c'était aux élus, c'est une question très importante. Il y a un moment où il faut arrêter de troquer la paix sociale avec les communautés. Les mosquées sont gérées, contrôlées par les services de renseignement. Il y a un protocole ad hoc qui permet de mieux les contrôler. Là où nous sommes faibles, c'est dans les salles de mosquée, les salles de prière, parce qu'il n'y a pas plus facile pour quelqu'un de louer un ancien local, un hangar, quelque part, dans une zone industrielle. Donc ça rabaisse même l'islam en tant que tel, d'être dans des lieux quasi insalubres, mais en même temps, ça échappe au radar des renseignements. Il y a quand même sur il y a 1300 salles de prière. Et il faut aussi appliquer ce qui s'applique dans les pays musulmans. C'est une banalité telle qu'une mosquée est ouverte 5 fois par jour. Juste le temps du culte. Le sobh, celle de la prière de matin, midi, l'après-midi, le coucher de soleil et la nuit. Après, c'est fermé. Or, les salafistes s'installent entre les prières, où les vieux, les Chibani partent, et là, l'espace est vide. Et c'est là qu'on commence à faire, non pas du prêche ou de la prière, mais des séminaires. Et c'est là où il faut peut-être légiférer que ce lieu de culte doit être fermé dès lors où la prière est terminée. Une dernière chose pour revenir à la laïcité, c'est que la France avait délégué en quelque sorte au Maroc la formation des imams. Je suis parti au Maroc parce que je suis originaire du Maroc et j'ai demandé à mes collègues qui sont dans cet institut de me donner la maquette, le programme. Il n'y a pas une matière qui fait allusion à l'histoire de France. Il n'y a pas une matière qui fait histoire aux institutions de la République. Et plus grave encore, le mot laïcité est quasiment confiné dans des définitions vagues qui est, en gros, c'est
la France a été déchristianisée et maintenant on veut désislamiser la France. Donc on doit aussi revoir au niveau des relations. Les affaires étrangères doivent revoir cette matière, de mettre un contenu, de mettre un contrôle et pourquoi pas de détacher quelqu'un de France pour aller veiller à ce que ces futurs imams qui vont venir en toute légalité viennent avec un cursus qui prenne en compte nos institutions, notre histoire et la laïcité. Merci de vos réponses précises. Je vais passer la parole maintenant à notre rapporteure, Jacqueline Eustache-Brinio. Merci, monsieur le professeur, pour toutes voilà, vos propos. Je pense que, en tout cas, moi, j'en partage un certain nombre. Je voulais aussi, parce que vous n'en avez pas parlé, dire que dans notre pays, malheureusement, quand on dénonce les excès liés à l'islamisme, et je ne parle pas des musulmans, je parle de l'islamisme, on peut être menacé, comme vous pouvez l'être, menacé, comme des journalistes sont menacés, comme un certain nombre de militants laïcs peuvent être menacés, comme certains apostats peuvent être menacés ici, dans notre pays, parce que bon, je parle bien ici, hein, même les apostats en France sont menacés, hein, je pense qu'on ne peut pas le nier non plus. Et moi, je voulais aller un petit peu plus loin sur... Vous avez fait des propositions fort intéressantes, on en rediscutera, on en débattra. Mais moi, j'irais peut-être plus loin. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que certaines organisations, que certaines associations, bien infiltrées par les frères musulmans et les salafistes, qui bénéficient d'argent public et qui ouvertement menacent la République, ne pensez-vous pas qu'ils menacent aujourd'hui notre démocratie et qu'il conviendrait de trouver des textes pour les dissoudre ? Parce que, est-ce que vous ne pensez pas qu'un certain nombre d'entre ces associations et ces organismes, aujourd'hui, menacent notre démocratie? Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est, bon voilà, un point de vue peut-être excessif, ou est-ce que c'est une réalité? En tout cas, je vous remercie aussi d'avoir expliqué que les questions liées à cet islamisme dont on parle aujourd'hui n'est pas liées aux attentats, parce que c'est vrai que la France a été bousculée en 2012, puis fortement depuis 2015, mais que ces questions que nous nous posons aujourd'hui plus ouvertement parce que les attentats ont eu lieu, on se les posait et on devait se les poser depuis bien longtemps et bien avant les attentats. On ne peut pas dire que c'est les attentats qui ont apporté cette réflexion que nous menons aujourd'hui, mais que nous aurions peut-être dû, je ne sais pas si c'est votre analyse, la poser bien avant. Merci Madame la rapporteure. Donc je vais essayer de répondre rapidement à vos interrogations. La première des choses, c'est que pour ce qui est de la menace, si j'ai accepté de venir ici, je vous en remercie, c'est pour acter cet acte et subliminalement peut-être pour me protéger. Parce que je reçois des mails et des menaces, mais alors à longueur de journée. Parce que j'ai dénoncé dans ce livre les 60 prédicateurs qui viennent en France et qui déversent ce poison dans notre pays. Je crois aujourd'hui que les musulmans ou ceux qui s'assimilent comme tels et qui adhèrent aux valeurs de la République sont menacés dans leur intégrité physique et aussi dans leur liberté de circulation. Moi, j'ai reçu plusieurs mails de certains pays où je suis interdit de séjour. L'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, le Yémen, la Mauritanie, l'Algérie. Le seul pays qui me laisse encore entrer, c'est le Maroc, c'est parce que je suis binational. Sinon, ils n'ont pas du tout apprécié que j'ai écrit que parmi les radicaux, il y a des Marocains. Deuxièmement, je crois que l'islam politique, en réalité, n'est pas un fantasme non plus. C'est une réalité. Les frères musulmans, en France, sont en train de s'installer. Il y a des enquêtes qu'on a menées au CF2R qui montrent aujourd'hui qu'il y a un filtre, y compris les corps intermédiaires, qui sont en train d'infiltrer de grandes entreprises. Il suffit de prendre une soixantaine de lignes de la RATP qu'on a observées pendant 6 mois, et on voit le profil type
des salafistes qui est conducteur du bus. Et que le vendredi, si vous voulez, Madame la sénateur, je vous convie à certaines lignes, vous voyez que vendredi, entre 12h30 et 13h30, il n'y a aucun bus qui circule. Parce qu'ils sont tous en train de faire la prière. Et cela est inadmissible. Ils sont en train aussi d'infiltrer les universités. Contrairement aux salafistes qui s'intéressent aux individus défavorablement connus par les services de police, les frères musulmans s'intéressent à Bac plus 5. Leur réservoir, ce sont les universités. Parce que ça fait partie de leur doctrine, infiltrer les corps intermédiaires, infiltrer les grandes entreprises, les universités, plus tard l'armée, et renverser les régimes de l'intérieur. C'était le modèle égyptien qui était appliqué avec Morsi. Donc, il faut faire très attention. Et que j'entends dans les médias, on parle du communautarisme. Ce mot peut-être, à force de le verser à toutes les choses, parce que pardonnez-moi l'expression, n'a pas de sens. Le communautarisme est une conséquence et non pas un choix. Il y a des gens qui vivent dans ces territoires le communautarisme, parce qu'ils sont confinés par des politiques publiques de type zone d'éducation prioritaire, parce que les HLM n'attirent pas forcément les classes moyennes, n'attirent pas nos compatriotes de type européen. Donc il y a des gens qui veulent se soustraire à ces ghettos, entre guillemets, mais qui n'en peuvent pas pour des raisons de coût. En revanche, l'islam politique est une réalité. On a fait aussi des études et des enquêtes. On a vu que pendant les dernières élections présidentielles et législatives, et je serai très attentif aux municipales, que monsieur, je le dis avec toute la responsabilité, que beaucoup de musulmans ont voté pour monsieur Emmanuel Macron. Et que cet islam politique est en train de s'infiltrer doucement parce que cet nouvel espace politique qui est la République en marche, en fait, c'est un parti hybride qui n'a pas d'ancrage territorial, qui n'a pas d'ancrage dans l'histoire. Donc, le vote des minorités musulmanes s'oriente vers ces espaces politiques non ancrés dans les territoires et ce que j'appelle hybrides. Les frères musulmans, M. Tariq Ramadan, quand il vient en France, j'ai toujours été heurté. Pourquoi, avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il dit, on le laisse encore le droit de rentrer sur notre territoire. Je rappelle qu'il est étranger, qu'il n'est pas français. Et pour finir, je crois que notre démocratie est menacée par plusieurs conflictualités, par plusieurs radicalités, mais celle-ci, qui est propre à l'islam, doit être prise au sérieux. Parce que ce sont des gens qui travaillent sur le temps géologique. Ils ne sont pas dans une temporalité de 3-4 ans, mais ils considèrent que la fécondité intrinsèque à la communauté musulmane est un facteur exponentiel pour la masse électorale. Jusqu'à un jour où ils atteignent la masse critique, ils peuvent constituer un parti politique qui ne portera pas le nom des islamistes de France ou les musulmans de France, certainement pas. Quand on voit tous les partis politiques qui sont au pouvoir dans les pays arabes, ils portent, au Maroc, c'est le parti de justice et de développement. En Tunisie, Ennahda, Renaissance. En Mauritanie, Atawassul, être en phase avec son temps. Donc ce sont des gens qui savent très bien utiliser la sémantique politique pour ne pas s'afficher comme tels. Mais ils ont dans leur projet la volonté de construire à défaut d'un parti politique, en tout cas un gisement électoral très important pour négocier des choses avec la République. Et je crains que leur première doléance, c'est la laïcité. Ou l'intérêt ou l'urgence peut-être une bonne fois pour toutes qu'on définisse ce que c'est que la laïcité version 21e siècle, en 2020, qu'est-ce que c'est que la laïcité, feuille de route pour la République pour les dizaines ou quarantaines d'années qui viennent.
et qu'on ne laisse pas des brèches pour les uns ou les autres pour faire valoir des choses. Merci de vos réponses. J'ai 5 collègues qui ont donc demandé la parole. Je vais peut-être prendre 2 par 2 pour essayer d'aller plus vite. Nathalie Goulet, puis ensuite Rachid Temal. Nathalie. Oui, Madame la Présidente, merci. Monsieur le professeur, nous avons commis dans cette maison un rapport sur l'islam de France, enfin, de l'islam en France à l'islam de France, où on va beaucoup plus loin que vous, puisque nous, on veut la fin des imams détachés et la fin de la formation des imams à l'étranger. Donc, il n'est même pas question d'envoyer un professeur là. Nous, on veut couper avec l'islam des consulats. Bon, la première chose. La deuxième chose, sur le financement, j'ai 2 observations. La première, c'est que le Sénat a voté 3 fois l'alignement du statut financier des associations 1900 et 1905 devant la présidente. Et donc, on n'a pas du tout, ce sujet nous est pas du tout inconnu, qu'il n'est jamais arrivé jusqu'à l'Assemblée nationale, mais qu'on a une règle dans la République, c'est l'égalité de tous devant la loi. Donc, le jour où on refusera les financements étrangers pour les musulmans de France, il faudra aussi empêcher M. Poutine de construire sa cathédrale. C'est comme ça. Donc, et les financements sont absolument tracés. Tracfin y travaille. Donc, on a aussi un sujet là-dessus. Moi, je voudrais vous interroger parce que le temps nous est compté, mais j'aurais bien de très nombreuses observations. On a vu les écoles de formation au Maroc. On a aussi été visiter l'école de formation en Algérie. Et notre rapport contient, de ce point de vue-là, des préconisations précisément parce qu'on avait un islam qui était hors contexte français. Voilà. Donc nous, on allait beaucoup plus loin que vous. Nous, on veut couper avec l'islam des consulats et former les imams en France. Et donc la question que je vais vous poser, en dehors de 1001 observations que j'aurai à faire, c'est quel est votre diagnostic pour former des imams en France ? Non, professeur, on va prendre d'abord la question de Rachid Temal. Merci Madame la Présidente. Donc c'était intéressant. Après, autant je peux partager une grande partie de vos propositions, autant je pense que sur votre explication, il y a quelques contradictions quand même. Mais je vais pas. Bon. Donc il y a des endroits où je suis dubitatif. D'abord, je pense qu'il est important, et d'ailleurs vous l'avez dit, mais c'est une de contradictions, quand on parlait de français et de musulmans. Je pense qu'il est important dans notre commission d'enquête, c'est qu'on mette bien les bons mots aux bons endroits. C'est-à-dire que si on. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est sur ce qui semble d'abord être sur le développement de la radicalisation islamique et les moyens de la combattre. Parce que soit on fait un rapport sur l'islam de France, mais dans ce cas, faisons-le vraiment sérieusement, je crois qu'il a été fait. Là, j'ai le sentiment qu'on a, depuis tout à l'heure, des vraies réponses, mais on mélange beaucoup de notions. D'ailleurs, si je peux me permettre, les territoires perdus de la République, je crois que surtout c'est la République qui les a perdus parce qu'elle n'est pas présente. Attention, là aussi, je crois que c'est un truc qu'on redit souvent, mais à un moment donné, je crois que moi, c'est dans l'autre sens qu'il faudrait des choses. Et après, sur la question de... là, vous avez beaucoup parlé de la question de l'islam. Et encore une fois, moi, je partage ce que vous dites, ou Madame Goulet, sur le fait d'avoir un islam de France. Effectivement, il faut arrêter le financement des consulats et des pays étrangers, que ce soit dans la formation, etc. etc. Le problème, c'est qu'on le dit depuis très longtemps et on ne le met jamais en application. Et je crois que là-dessus, nous pourrions être tous d'accord. Sur la laïcité, faisons pas semblant de découvrir. La France a cette chance d'être un pays laïque. Mais nous sommes peu dans le monde à être un État laïque. Donc que des autres pays ne soient pas laïques, que le FCFM ne soit pas laïque, j'ai envie de dire, oui, parce qu'en fait, ce n'est pas leur choix. Les autres pays ne sont pas. Donc la laïcité, nous la pratiquons, il faut la pratiquer. Que le FCFM ne soit pas laïque, j'ai envie de dire, aucune instance religieuse n'est par définition laïque, puisque par définition, elle organise un culte. Donc voilà, sur le reste, moi, je suis assez... par contre, je suis opposé à votre histoire de laïcité rénovée. Parce que je crois que c'est ouvrir une brèche dans la République qui serait dévastatrice. Parce que d'abord, après, vous avez tous les débats, avec toutes les religions, qui donc une ambition, c'est de retirer la laïcité. Donc moi, je pense qu'il faut au contraire tenir bon là-dessus. Après, si je peux me permettre une dernière remarque, parce que je n'ai pas spécialement de questions, mais si vous dites qu'il ne faut pas faire parler d'islamophobie, vous avez raison. Moi aussi, j'ai eu droit d'ailleurs à mon lot d'insultes et de menaces quand j'ai dit cela. Mais l'islamophobie, etc., là aussi, faisons attention, parce que je crois qu'un des problèmes que nous avons dans cette histoire-là, c'est qu'il y a l'islamisme et l'islam. En sachant que l'islam, d'ailleurs, nous, on le regarde comme si c'était un bloc, alors c'est bien qu'il y a une différenciation énorme au sein de même. Donc moi, je pense que plutôt, le problème que nous avons, un des problèmes, c'est peut-être déjà commencer par définir exactement ce qui est cette radicalité religieuse de cette religion qui conduit au terrorisme. Parce que sinon...
on mélange beaucoup de choses, je crois qu'il y a beaucoup de confusion, et tout le monde se trouve dans un débat très crispé. Voilà ce que je veux dire. Je pense qu'il est important qu'on remette les mots. Moi, je ne sais pas quel terme, mais je pense que c'est une radicalité de la religion musulmane. Il faudrait trouver un autre terme que l'islamisme. Je crois que, d'ailleurs, ce serait beaucoup plus intéressant à mon sens. Parfait. Monsieur le professeur, si vous pouvez répondre de façon synthétique, parce que nous avons après 3 collègues encore. Je réponds à Madame le sénateur. Moi, je partage totalement vos propos. Couper le cordon ombilical carrément entre ce que vous avez si bien dit, l'islam des consulats, mais fort de constater que ce n'est pas le cas. Encore, en temps réel, il y a encore des protocoles qui continuent. Donc, je m'en réjouis que vous, en tant que représentant de la République, que vous avez fortement préconisé ça pour que ça passe à l'acte, qu'on passe à l'acte. Alors, comment former les imams ou ceux qui dirigent? Par l'université. Rien n'empêche, dans le cadre des formations ou de la réforme LMD, d'adosser un module ou un master de formation spécifique dans une université que ne m'appartient pas de cibler, mais université ad hoc qui pourra former ces gens-là selon un cahier des charges extrêmement contraignant et selon un protocole qui tient en fil rouge la laïcité. Il n'y a aucun problème de faisabilité. C'est une décision qui ne m'appartient pas, mais je veux dire, sur le plan technique, il est possible de faire de l'islamologie, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Ils n'ont pas l'histoire de l'islam ou le culte de l'islam, mais de l'islamologie en tant que segment de l'histoire de l'humanité. Alors, pour ce qu'a dit monsieur le sénateur, donc je pense que la radicalité, elle est intrinsèque, monsieur, à l'islam, si vous reveniez depuis ses origines. L'islam est basé sur la conflictualité. Ce n'est pas une religion apaisée. Dire que c'est quoi la différence entre l'islam, l'islamisme, ça, c'est des jeux de mots contextualisés, décontextualisés, mais en réalité, l'islam mécois est terminé. Nous sommes dans un islam de la discorde, de la fitna, cet islam qui porte en lui-même le germe de la conflictualité et de la violence. D'ailleurs, pas propre à la France. Vous voyez que sur l'ensemble des pays musulmans, dans les 3/4, sont tous impactés par la violence idéologique de l'islam radical. L'islam radical. Alors, moi, je n'ai pas dit les musulmans radicaux, j'ai parlé d'islamistes. Et j'entends par islamiste quelqu'un qui est imbibé d'une idéologie qui refuse 3 ou 4 valeurs cardinales que vous avez si bien citées. La laïcité, l'égalité homme-femme, qui sont dans la logique de la prévalence de la fatwa sur la loi et qui sont dans une logique de la tutelle de l'homme sur la femme. Une fois qu'on a dit ça, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'islamisme. C'est ça l'islamisme. Je vous en prie. Juste pour préciser mon propos, parce que je voudrais pas que... On va peut-être... Juste une seconde, dire que moi je ne dis pas qu'il n'y a pas d'islamisme, je dis juste que je pense qu'il serait bon de ne pas partir du mot islam pour faire un intégrisme, mais d'avoir un autre terme. Que les choses soient bien claires, j'ai bien dit que ça n'existait pas. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la société a imposé le mot islamiste, donc on se débat avec ce terme. Je vais donner la parole à Catherine Troendlé, puis ensuite à Alain Casabonne. Catherine. Voilà, merci de votre présentation. J'ai une petite question concernant les associations. Nous avons mené de front avec Madame Esther Benbassa un travail sur ce que nous avons appelé non pas la déradicalisation, mais le désendoctrinement et le désembrigadement des personnes radicalisées. Vous avez fait deux accroches concernant les associations. Et moi, je souhaitais savoir, par rapport au temps passé des conclusions de notre rapport à aujourd'hui, quel regard vous portez-vous sur les associations aujourd'hui qui sont agréées, les associations pour lesquelles nous avons tenu à ce qu'elles soient elles-mêmes tenues à un cahier des charges national par rapport à la déclinaison de leur prise en charge de ces personnes, tout particulièrement les jeunes radicalisés. Est-ce que vous-même, vous avez porté un regard particulier sur ces associations qui aujourd'hui me semblent moins soumises aux dérives qu'elles ne l'étaient encore il y a 2 ans?
Monsieur le professeur, nous allons écouter d'abord la question d'Alain Casabonne. Alors, je vous rassure, j'avais plein de questions, mais beaucoup ont déjà été évoquées. Donc, il me restait juste une remarque. Lorsque vous avez évoqué les modifications de nos relations avec des pays comme le Qatar ou comme l'Arabie Saoudite, pardonnez-moi de vous dire, c'est presque un vœu pieux, c'est un jeu de mots, parce que quand il y a les marchés des armes à côté, c'est comme si elle allait en Chine et leur dire il faut respecter les droits de l'homme. La question porte plus sur... m'avait inquiété avec l'histoire de la traduction des prêches entre l'arabe et le français. Parce que s'il y a une véritable difficulté, je rejoins la question de Nathalie Delatte, qu'est-ce qui va se passer lorsque tout ça se passera sur Internet? Professeur, si vous voulez bien répondre. Merci. Tout d'abord, je pense que certaines associations qui travaillent sur le processus de désendoctrinement ou de déradicalisation ne font pas partie des critiques que j'ai formulées à l'égard des associations culturelles, territorialisées dans les zones urbaines sensibles, etc. Donc je pense que c'est une nuance à prendre en compte. Deuxièmement, je pense que ils ont commencé un réel travail, un impact très important, mais ce sont des gens qui ont ciblé un public qui était déjà tracé par les services de renseignement ou tracé par la CNAP, le Centre national d'assistance. Alors moi, je parle de la société dans sa globalité, sur le concept, comment on peut déconstruire le concept. Malheureusement, c'est un travail d'universitaires, de spécialistes, et c'est un travail qui demande beaucoup de temps, parce qu'il faut réexpliquer à l'ensemble de ces jeunes ce que c'est, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, ce que c'est que l'islam et pas l'islamisme. Travailler aussi un peu plus en amont sur la déconstruction de mythes, de prêt-à-penser, j'allais dire de caricature de cette religion. Mais il faut continuer à soutenir ces associations qui soustraient des individus de cette radicalisation. Je n'ai pas travaillé de manière très importante sur ces choses-là, mais je crois que au début, quand j'ai eu à travailler, à consulter le travail de Madame Dounia Bouzard, pour ne pas la citer, ou de Monsieur Patrick Amoyel, j'ai senti dans ce travail qu'il y a de l'improvisation, de l'opportunisme et de l'exploitation de la détresse de l'État. Pour ce qui est, monsieur le sénateur, vous avez parlé du vieux pieux. Moi, je suis un universitaire, je ne suis pas un politique, donc je ne fais pas de politique d'ailleurs non plus. Je considère que, bien sûr, ils vont contourner par Internet, c'est déjà fait d'ailleurs, qu'ils en décident, mais il faut que la France envoie un message clair. C'est un message politique pour leur dire il faut arrêter de déverser. Si vous aurez le plaisir ou le temps de lire mon ouvrage, les 60 prédicateurs sur lesquels j'ai travaillé, ce n'était pas dans l'absolu, selon un canevas. Qu'est-ce qu'ils pensent du terrorisme? Qu'est-ce qu'ils pensent de la radicalisation en France? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'affaire Charlie? Qu'est-ce qu'ils pensent de la liberté de... C'est des questions précises. Et à toutes ces questions, il y a des réponses extrêmement inquiétantes. Ce sont des gens qui combattent la France. Il faut assumer cette réalité. Donc, il n'est pas interdit, via les réseaux diplomatiques, au moins à ces prédicateurs, de respecter notre souveraineté et de ne pas dresser les citoyens contre leur pays. C'est tout ce que je voulais dire. Comment il faut le faire, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des intérêts, qu'il y a la raison d'État. Je sais que mon discours peut-être peut atteindre le plafond de verre parce que je touche à des choses qui me dépassent, mais c'est une réalité qu'il faut prendre très au sérieux, qu'il faut tenir compte de cette réalité, que pourquoi ces prêcheurs n'attaquent pas des pays comme l'Angleterre, comme l'Espagne, comme l'Italie? Pourquoi c'est spécifique à la France? Pardon? Alors, nous allons continuer avec nos collègues Hugues Saury et ensuite Eliane Assassi. Merci Madame la Présidente. Une question rapide parce qu'elle a déjà trouvé un certain nombre de réponses sur les lieux de radicalisation. Vous l'avez dit, sont plus vraisemblablement les mosquées qui aujourd'hui sont les principaux lieux de radicalisation parce que pour l'essentiel ils sont contrôlés, mais plutôt les associations et les salles de prière. Vous n'avez pas parlé beaucoup de la propagande sur Internet.
qui, je pense, est un véritable phénomène également. Et donc, ma question était simple, c'est selon vous, quels sont les moyens de contrôle aujourd'hui dans le cadre de notre société démocratique, de l'État français vis-à-vis de ces lieux et de cette propagande? Merci, monsieur. Je vais On va écouter la question d'Eliane Assassi. On a commencé par des vagues de 2, on va finir. Merci, Madame la Présidente. C'est très rapide. Je lisais une page du journal Le Monde daté d'aujourd'hui, mais qui est paru hier, où il y a un article sur la rencontre du ministre de l'Intérieur avec les préfets, et au cours de laquelle il a dit sa volonté de lutter à la fois contre l'islamisme et contre le communautarisme. Et il est fait état donc de la loi sur la sécurité intérieure, que je n'ai pas votée personnellement, mais qui permet la fermeture de lieux de culte. Donc il y aurait 12 mosquées qui auraient été fermées, 4 écoles, 9 associations et 120 débits de boissons. Mais dans le même temps, le ministre de l'Intérieur dit qu'il n'a pas beaucoup d'outils nouveaux, dit-il, pour appuyer son offensive, car selon lui, ce combat doit se faire dans le cadre des lois prévues par la République. Je voulais simplement, monsieur le professeur, avoir votre avis sur ce sujet précisément. Je vous remercie. Monsieur le professeur. Alors, je vais répondre au monsieur qui me posait la question sur la fermeture des sites. Je pense que les autorités de l'État ont déjà fermé plusieurs sites, bloqué plusieurs sites. Mais ce qu'on doit faire aussi, comme travail d'investigation très important, et peut-être je ne l'ai pas dit parce que je pense que tout le monde dit tout, c'est le travail surtout dans l'administration pénitentiaire. Parce que c'est là aussi où il y a le véritable terreau de la radicalisation. Mais sur Internet, nous ne pouvons pas censurer, nous sommes une démocratie, mais je l'avais dit tout à l'heure, produire du contre-discours. Produire du contre-discours, contrecarrer tous ces prédicateurs, aller sur leur terrain idéologique, déconstruire leur ADN intellectuel et avec un argumentaire, on ne peut gagner la bataille que sur le plan intellectuel. C'est argument contre argument, déconstruire des processus de pensée, déconstruire des fausses réalités, démystifier les choses. Je pense que c'est possible. Et certains États ont commencé à le faire. La Belgique, pour ne pas la citer, commençait donc à procéder par le travail des spécialistes via des think tanks à déconstruire des paradigmes, des dogmes pour pouvoir les injecter ou les transformer en cursus scolaire pour rééduquer toute une génération. C'est un travail peut-être qui ne donnera pas ses fruits maintenant, mais c'est peut-être, vaut mieux au moins le lancer ou d'y réfléchir en tout cas. Pour ce qui est de la lutte contre d'autres, enfin, madame avait parlé que c'était peu, je pense qu'il y a quand même beaucoup de salles qu'il faut fermer. Moi, je ne peux pas vous parler beaucoup parce que là, je reprends mon ancienne casquette de chargé de mission au ministère de l'Intérieur. Il y a quand même une hiérarchisation faite par le ministère sur un certain nombre de mosquées qui doivent normalement être fermées. La question n'est pas juridique, la question est politique. Et moi, dès qu'il devient politique, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais on a les preuves, on a toute une littérature produite par les services de renseignement et RT départementaux qui proposent ou préconisent la fermeture d'un certain nombre de mosquées, ou de salles de prière, j'insiste beaucoup, de salles de prière, et non pas de mosquées. Merci, professeur. Je pense qu'il faut mieux contrôler que fermer, parce que sinon, ce sont des prétextes de radicalisation. Mais ça, c'est aussi un long débat. Je propose que notre rapporteur pose encore une dernière question avant de conclure cette audition. C'était pour rebondir sur ce que disait notre collègue sur les fermetures. Moi, je pense qu'il vaut mieux fermer que quand il y a des doutes que... Voilà, moi, je pense à l'inverse. Sauf qu'aujourd'hui, clairement... Non, mais clairement, c'était pour vous donner... Non, c'était pour vous donner... Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, on ferme en général pour deux raisons. Des problèmes de sécurité ou d'infraction au code de l'urbanisme. Donc,
On voit bien l'IESH de Saint-Denis, qui est quand même l'université musulmane qui forme... voilà, on peut se poser des questions sur cette université qui a quand même... Il y en a 2 en France, il y en a une qui a été fermée samedi, vendredi ou jeudi dernier par le préfet, uniquement pour des problèmes de sécurité. Alors qu'on sait bien que ce n'était pas l'essentiel de la question. Aujourd'hui, on a 2 biais. La sécurité et les infractions au code de l'urbanisme. On n'a rien d'autre. Donc, quand on a des inquiétudes et des doutes sur ce qui se passe à l'intérieur de ces lieux, ben pour l'instant, on n'a pas de contexte, on n'a pas de texte qui nous permet de fermer, clairement. Donc, c'est aussi peut-être à nous, aujourd'hui, dans le cadre de cette commission d'enquête, de réfléchir à d'autres leviers pour fermer ces lieux qui sont effectivement des lieux de bouillonnement anti-républicain, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport à la fermeture de ces lieux qui n'est effectivement pas si simple à mener et à faire. Voilà. Donc, et je rebondis sur ces salles de prière qui effectivement ne sont contrôlées par personne et dans lesquelles effectivement la plupart des prêches sont contrôlées par personne, il faut quand même juste le dire. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'on a fait... Oui, allez-y. Si juste une dernière chose par rapport à cette question. Je vous en remercie d'avoir pris cette position qui est claire et nette. C'est que dans beaucoup de pays qui sont musulmans, qui ne sont pas laïcs, donc l'État contrôle le prêche par 2 procédés. Copie intégrale du prêche, remis au ministère de tutelle, et copie au ministère de l'Intérieur, de mettre de la vidéosurveillance pour enregistrer tout ce qui se passe dans une mosquée. C'est les gens qui sont honnêtes, ils n'ont rien à se reprocher, ils acceptent le processus. Or, dans beaucoup de salles de prière, ils ont refusé de mettre en place des caméras de vidéosurveillance. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien. Parfait. Merci en tout cas, professeur, pour cet échange très intéressant. Nous allons clore cette audition. Voilà pour cette audition qui inaugure donc les travaux de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste, une commission lancée à la demande des LR à la suite notamment de l'attentat de la préfecture de Paris. L'objectif de cette commission d'enquête, faire l'état des lieux, des problèmes de radicalisation sur le territoire et voir si les réponses des autorités publiques sont à la hauteur. Rappelons que ces travaux sont lancés dans un climat un petit peu polémique. À gauche, certains craignent déjà les amalgames pour la communauté musulmane. Ce travail s'inscrit également dans la lignée des très nombreux travaux consacrés au djihadisme, à l'islam, à la lutte contre le terrorisme par le Sénat depuis maintenant 5 ans. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires.